Bonjour à toutes et à tous. Je vais citer des noms un petit peu en pagaille pour commencer. Mars Curiosity, Mars Perseverance, Cassini, Galileo, des jolis noms. Ils ont tous un point commun, ces missions d'exploration spatiale, que ce soit des robots ou des sondes. Elles recherchent quelque chose, de l'eau. C'est souvent quelque chose qui est extrêmement observé dans la planète. On est clairement dans l'actualité puisqu'il y a 48 heures à Cannes, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a aussi confirmé le lancement de la mission Plateau qui devrait décoller en 2026. Plateau, c'est un gros télescope spatial, on va dire, avec 26 caméras dont le rôle sera d'explorer, de regarder près de 200 000 exoplanètes. Dans cette conquête spatiale, quelque chose nous obsède, et on a voulu en parler, c'est évidemment la recherche de l'eau, qui est le grand thème qui nous unit depuis hier. Et cette recherche de l'eau, elle nous pose beaucoup de questions, parce qu'à la fois, évidemment, on va en parler avec notre invité, elle représente des défis technologiques, mais aussi elle renvoie à notre propre image et notre façon d'utiliser notre planète, la Terre et ses ressources. Pour en parler, je suis très très content d'accueillir Aurélien Crida. Vous êtes professeur. Bonjour. Bien, merci d'être là. Planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Vous nous avez préparé, j'allais dire, presque un petit voyage sous forme de support qu'on va regarder ensemble et sur lequel vous allez nous expliquer où en est cette quête et les questions qu'elle nous pose par rapport à notre gestion des ressources. Pour commencer, cette quête de l'eau, qu'est-ce qu'elle représente au plan spatial? C'est quoi? C'est la recherche de la vie aujourd'hui? Oui, clairement, ce qui guide la recherche des missions spatiales, c'est la question fondamentale de la vie dans l'univers. C'est cette soif de connaissance, bien sûr, pour comprendre la géologie des planètes, etc., de manière très théorique, mais également, le rêve ultime, c'est de savoir si la vie a pu se développer ailleurs. Et pour ça, la meilleure chance qu'on ait de trouver de la vie, a priori, c'est l'eau. L'eau est un liquide fabuleux pour la vie, il est abondant dans l'univers, il a des propriétés de solvant, donc on cherche des traces d'eau. Sur Mars, on pose des missions spatiales là où il y a des traces d'anciens canaux et on va explorer des lunes glacées dont je vais vous parler dans un instant. Ok, et donc ce qui veut dire aussi à quel point sur notre Terre il faut savoir gérer l'eau parce que eau égale vie. Et s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Ok. Aurélien, je vous laisse nous emmener dans le voyage. Je réagirai peut-être sur certaines informations et tout ça, mais nous expliquer aujourd'hui, au travers des comètes, au travers des exoplanètes, où on en est aujourd'hui dans la compréhension de l'eau. À vous de jouer. À vous de jouer. Merci. Je vais commencer par une image très connue de notre Terre. Quand on pense planète océan, évidemment, la première à laquelle on pense, c'est la nôtre, la plus belle, prise ici en photo par les astronautes d'une mission Apollo. Et comme il vient d'être dit par les intervenants précédents, 70% de la surface de notre planète est couverte d'océans. C'est énorme. Mais pour moi, qui suis planétologue, en fait, la Terre est une planète sèche. La Terre est composée quasi uniquement de roches dans le manteau et de métaux dans le noyau. Et toute l'eau de la Terre tiendrait dans la petite boule que vous voyez là sur cette reconstitution d'une Terre sèche. Elle ne représente que 0,04% de la masse de la Terre. Donc la Terre n'est pas une planète océan. Pour trouver un corps qui ressemble plus à une planète océan, il faut aller plus loin. Par exemple, autour de Jupiter, qu'on voit en arrière-plan, vous avez cette lune qui s'appelle Europe, qui fait à peu près la même taille que notre lune et qui a une couche de 100 km, une centaine de kilomètres de glace à sa surface. Et ce qui est fabuleux avec Europe, c'est que quand on s'enfonce dans cette couche, la pression augmente et la glace passe à l'état d'eau liquide. Et on le voit parce qu'il y a des failles à la surface d'Encelade qui correspondent à vraiment des brisures entre différentes plaques tectoniques. On a vu bouger la surface d'Encelade année après année au fil des missions spatiales. Ce qui veut dire, en creux, je veux dire avec des mots et tout ça, c'est que la glace comprimée à très forte intensité redevient de l'eau. Voilà. Exactement. Voilà, okay. Exactement. Et donc on est certain qu'il y a une couche d'eau liquide sur cette lune de Jupiter. Et si on va encore un peu plus loin, on se retrouve autour de la planète Saturne, qu'on voit en arrière-plan. Vous voyez aussi les anneaux de Saturne vus par la tranche, c'est la ligne en bas, là. Et ces anneaux projettent leur ombre sur Saturne en haut à droite. J'adore cette image, je trouve qu'il y a un jeu de perspective absolument vertigineux. Et en avant-plan, on voit une petite lune de Saturne qui s'appelle Dionée, et qui est faite à quasiment 70% d'eau, celle-là. Donc c'est pas du tout comme la Terre, 0,04%. Là, on a une vraie planète océan. Et si une autre lune de Saturne qui est hyper intéressante, c'est Encelade. Elle est aussi beaucoup glacée. Elle a été prise en photo ici par Voyager et vous voyez les failles à sa surface qui font penser à celles d'Europe autour de Jupiter. Et la sonde Cassini a vu que Encelade a des geysers à travers des failles de la croûte située au pôle sud. Donc ce que vous avez là à l'écran, c'est le plus grand canon à neige du système solaire.
On a de l'eau liquide sous pression qui est projetée dans un milieu froid à grande vitesse. Donc on est certain qu'il y a de l'eau liquide sur Encelade. On est aussi certain qu'il y a une source d'énergie. Et en plus, la sonde Cassini a analysé la composition de cette eau et ce n'est pas de l'eau pure. Il y a d'autres éléments minéraux, il y a une chimie présente. Donc cet océan sous la couche de glace d'Encelade est probablement en contact avec un manteau rocheux. Les geysers, c'est ce qu'on voit là sur la photo, les rejets que vous voyez là, qui font penser à des canons à neige. Exactement, c'est exactement ça. Donc il neige dans le système de Saturne et tous les ingrédients pour l'apparition de la vie sont réunis au pôle sud d'Encelade. Alors on ne sait pas s'il y a de la vie, mais il y a tout ce qu'il faut en tout cas, ce qui est fabuleux. Mais tout ça, ça reste dans notre système solaire. Si on veut aller plus loin, il faut parler des exoplanètes. Et ça, c'est les planètes qui tournent autour des autres étoiles que le Soleil. Chaque pointe sur ce diagramme-là vous représente une planète qui tourne autour d'une étoile différente. Elles sont rangées en hauteur en fonction de leur masse, où la masse de la Terre est ramenée à 1. Et elles sont rangées en largeur en fonction de leur distance à l'étoile, où à nouveau, on a mis en unité astronomique qui est la distance Terre-Soleil. Donc la Terre est à 1,1 sur ce diagramme. Vous avez les planètes du système solaire qui sont représentées pour référence. Et vous voyez que les planètes autour des autres étoiles sont très différentes des planètes du système solaire. Il y a une grande variété. Mais en particulier, on trouve une population de planètes intéressantes là, qui sont ces planètes géantes à la même hauteur que Jupiter et Saturne, qui sont à la même distance que la Terre du Soleil, donc à une distance de leur étoile où la température permet à l'eau d'être liquide à la surface. Ce qui démontre, Aurélien, en creux, pardon, c'est le caractère quand même assez unique de la Terre sur ce diagramme. Non, mais c'est, tout à fait. La Terre est un peu seule quand même. Hein. La Terre est un peu seule. Il faut quand même bien voir que dans ce diagramme, il y a ce qu'on appelle un biais d'observation, c'est-à-dire que plus une planète est petite et plus elle est loin de son étoile, plus elle est dure à détecter. Donc au fil des années, et je peux même dire au fil de ma carrière en tant qu'astrophysicien, j'ai vu ce diagramme se remplir progressivement du haut à gauche vers le bas à droite. Et on a espoir, notamment avec Plateau, d'arriver à rejoindre la zone de la Terre progressivement. On ne sait pas ce qu'il y a en bas à droite en fait. Si ça se trouve, il y a plein d'exoplanètes là-bas. Et donc on a potentiellement des lunes-océans autour des planètes géantes qui sont situées dans la zone habitable de leur étoile. On a potentiellement des planètes-océans qui auraient des masses intermédiaires entre celles de la Terre et de Neptune, qu'on voit très bien sur ce diagramme. Et on est maintenant capable de faire des statistiques puisqu'on a détecté énormément d'exoplanètes autour de nombreuses étoiles avec des moyens de détection de plus en plus perfectionnés. Et on peut établir qu'il y a 100 milliards de planètes habitables dans la Voie lactée. Alors, la question sur laquelle je le vois là dans le cartouche rouge, c'est exoplanètes habitables, c'est-à-dire qui ont en tout cas potentiellement un écosystème qui permettrait le développement de la vie, on va dire. C'est ça, qui sont à la distance de leur étoile, qui permettrait qu'il y ait de l'eau liquide à leur surface. Alors, Aurélien, enfin, peut-être que ça a été un scoop mondial. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations? Quel est le potentiel? Ou est-ce que finalement il y a un ressort dans ce raisonnement sur lequel il y a un biais aujourd'hui? C'est une excellente question, c'est la question, j'ai envie de dire. Et pour y répondre, je vous propose de prendre un peu de recul d'abord, avec cette frise chronologique de la vie, où sur la première ligne, nous avons 5000 ans de civilisation humaine, des pyramides à maintenant. Ces 5000 ans de civilisation ne représentent qu'un millième des 5 millions d'années d'évolution du genre humain, des premiers pithécanthropes à Homo sapiens, en passant par Homo erectus et les australopithèques. Et ces 5 millions d'années d'évolution du genre humain ne représentent eux-mêmes qu'un millième des 4,5 milliards d'années de l'évolution géologique de la Terre, de l'histoire géologique de notre planète, qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années autour du Soleil. Et cette durée-là ne représente elle-même qu'un tiers de l'âge de l'univers et de notre galaxie, la Voie lactée, dans laquelle des étoiles se forment avec des planètes depuis 12 milliards d'années. C'est vertigineux, on arrive vraiment à la toute fin. On dit souvent que si on ramenait l'âge de l'univers à une année, on arrive quelques dixièmes de seconde avant le minuit du 31 décembre. La vie apparaît très peu de temps avant minuit, le 31 décembre, quoi. L'humain, la vie est apparue beaucoup plus tôt sur Terre, mais nous, on est vraiment un éclair, quoi. Et il y a une autre progression incroyable, c'est celle de nos transports, de nos moyens de transport aériens. Depuis le premier vol en avion, on a battu record sur record. On a envoyé un homme dans l'espace en 61, on a posé des hommes sur la Lune en 69, on a posé des sondes Viking sur Mars en 75. Et en fait, ce qui est vertigineux, c'est que tous les 3 ans, on va 2 fois plus loin en moyenne, avec des moyens techniques développés de plus en plus. À ce rythme-là, si on continue à aller 2 fois plus loin tous les 3 ans, on va au bout de la Voie lactée d'ici la fin du XXIe siècle. Et donc, ça nous pose le paradoxe de Fermi. Si on récapitule, il y a 100 milliards d'exoplanètes habitables dans la Voie lactée. Nous, on est apparu très tard dans l'histoire de notre planète, et notre planète elle-même est apparue tard dans l'histoire de la Voie lactée, et on est parti pour conquérir les étoiles en un claquement de doigts à l'échelle de l'univers.
Même si on met 1 million d'années, admettons, ça reste très court. Alors pourquoi personne ne l'a fait avant nous? Songez que sur ces 100 milliards d'exoplanètes, il suffirait qu'il y en ait une qui ait quelques siècles d'avance sur nous et ils devraient être déjà là. Où sont-ils? C'est la question que posait Enrico Fermi en 1950, qui est le premier à avoir établi ce paradoxe qui porte désormais son nom. Alors, qu'est-ce qui fait que cette équation, enfin, j'ai cette équation, ce raisonnement, à quoi se cogne-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas eu une connaissance extraterrestre établie? Eh bien, une clé de ça, c'est que ce paradoxe repose implicitement sur l'idée d'une croissance exponentielle illimitée des développements biologiques, des développements technologiques, de l'énergie qu'on utilise et des ressources dont on dispose, et au fond des richesses produites, puisque depuis le début de la révolution industrielle, les richesses produites à l'échelle du monde doublent tous les 17 ans, le PIB mondial double tous les 17 ans, et on s'appuie sur ces richesses et sur ces moyens pour passer du premier avion en bois au sonde Voyager. Or, une telle croissance exponentielle atteint souvent ses limites. Un exemple classique, c'est le coût du nénuphar. Vous connaissez ce conte, un nénuphar qui double ses feuilles tous les jours sur un étang. Il faut imaginer que chaque nuit, à partir d'une feuille, il fait un rejet qui fait une nouvelle feuille. S'il a rempli la moitié de l'étang, comme sur cette image, en 30 jours, combien de temps lui faut-il pour remplir tout l'étang? 31 jours, personne tombe dans le piège, très bien. On a envie de dire s'il a mis 1 mois pour faire la moitié, il lui faudra un 2e mois pour faire l'autre moitié, mais en fait non, parce que ça double. Donc vous connaissez l'histoire, mais ce que vous connaissez sans doute pas, c'est que s'il continue à ce rythme, en moins de 2 mois, il recouvre toute la Terre. Ça va très vite, une croissance exponentielle. Et c'est vertigineux parce que le 28e jour, il y avait plein de place dans l'étang, il n'y avait aucun problème. Et après 1 mois de croissance harmonieuse, le nénuphar étouffe. Je ne vois pas de parallèle que vous voulez faire. Eh ben, un autre exemple très frappant, c'est l'énergie. La consommation d'énergie mondiale augmente de 2% par an. 2%, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout, vous allez dire. Sauf que 2% par an, ça fait x2 tous les 35 ans. Et à ce rythme-là, dans 450 ans, il nous faudrait donc toute l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Donc si on veut passer intégralement au renouvelable, il faut recouvrir notre planète de panneaux solaires intégralement. En moins de temps que ce qui sépare Emmanuel Macron de Henri II, successeur de François Ier. Ça va très très vite. Et si on continue à ce rythme, dans 1500 ans, c'est toute l'énergie que le Soleil envoie dans toutes les directions dont on aura besoin. Donc il faudrait entourer le Soleil de panneaux solaires, ramener l'énergie sur Terre, et 35 ans après, il nous faudra une 2e étoile. Donc il faut aller entourer Alpha du Centaure de panneaux solaires, ramener l'énergie sur Terre. 35 ans après, il nous faut 2 autres étoiles. On arrive à l'énergie produite par les 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée dans moins de 2000 ans. Évidemment, c'est impossible, on voit bien que ce n'est pas durable, et ça nous donne la solution du paradoxe de Fermi, qui est les limites de la croissance. Une croissance exponentielle atteint ses limites, et c'est connu depuis le fameux rapport Meadows, dont je vous ai mis la couverture ici, publié dans les années 70 par des chercheurs du MIT. Et donc la solution, c'est que soit les extraterrestres ont pris conscience des limites de la croissance, et donc ils ont renoncé à la conquête spatiale, ils gèrent leurs ressources sur leur planète, donc ils ne sont pas venus. Et l'eau notamment. Notamment l'eau. Soit ils n'en ont pas pris conscience, ils ont continué à essayer de conquérir la planète et ils ont cramé leur planète à eux, et dans tous les cas, ils ne sont pas venus. Et quand je dis s'ils continuent, ils finissent par cramer leur planète, le scénario de référence dans ce livre, qui est une modélisation du système Terre et du système économique, nous montre ce qu'on appelle le business as usual. On ne change pas notre comportement, il y a un développement exponentiel de toutes les ressources, de toutes les richesses qui se passent très très bien, jusqu'à un moment où les ressources s'épuisent, les rendements agricoles diminuent et le système s'effondre, comme vous le voyez. Et dans leur scénario de référence, ça a lieu à peu près au milieu de la décennie 2020. C'est pas forcément réjouissant. Tout va bien. Voilà. Il faut bien comprendre ici que la croissance verte et la sobriété, c'est pas du tout la même chose. On pourrait imaginer qu'avec une croissance verte, on s'en sort. Mais regardez la répartition de l'énergie qu'on consomme actuellement. C'est 90% d'énergie fossile et 10% d'énergie décarbonée. La croissance verte, ça consiste à ajouter de l'énergie décarbonée. Ne faire que de la croissance avec du vert. Ça permet de passer à seulement 75% d'énergie fossile. Super. Sauf qu'en fait, la quantité d'énergie fossile n'a pas diminué et on émet toujours autant de CO2. Donc ce n'est pas la solution. Ce qu'il faut faire si on veut garder une planète habitable et un climat correct, c'est au contraire diminuer la consommation d'énergie fossile. Si en parallèle, on augmente la consommation d'énergie renouvelable, c'est très bien. Ça rendra la diminution d'énergie totale beaucoup moins grande et plus supportable. Mais la clé, c'est absolument la sobriété, et ça ne peut passer que par moins de vols en avion, de transport maritime, de production en général. En fait, je suis désolé, mais là, je vous demande de faire le deuil de la croissance. Ça ne fait pas plaisir, c'est un processus de deuil qui passe, comme tous les psychologues le savent, par 5 étapes bien connues. Le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et enfin l'acceptation.
Alors le déni est heureusement en voie d'extinction dans la population. Maintenant, il y a un grand consensus scientifique sur le fait que le changement climatique est grave. On se souvient des 60 nuits tropicales qu'on a eues à Nice cet été. Merci, c'était pas agréable du tout. Et le consensus scientifique a aussi établi que l'origine de ce changement climatique, c'est les activités humaines. Et il est également absolument certain que si on continue d'émettre des gaz à effet de serre, ça sera dramatique. Donc ça, c'est acquis. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans la société qui refusent encore de renoncer à certains luxes et conforts qu'on a acquis et sur lesquels on se repose bien, donc qui sont dans la phase un peu de colère. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut trouver des solutions avec typiquement la croissance verte, c'est-à-dire il suffit de verdir un petit peu nos process et ça va bien se passer, on n'a pas besoin de changer la société. C'est la phase de marchandage en fait. J'ai peur qu'il y ait pas mal de choses qui ont été proposées ici qui rentrent dans ce cadre. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans la société qui ont compris que ce n'était pas durable et que ça n'allait pas être une solution. J'espère que vous avez bien compris qu'on n'aura jamais assez d'énergie pour représenter toutes les 1000 étoiles de la Voie lactée, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de gens, notamment dans la jeune génération, qui sont maintenant dans l'éco-anxiété. Et il y a aussi quelques personnes dans la société qui ont renoncé à la consommation, qui ont une vie beaucoup plus frugale, qui sont passées à la sobriété heureuse et qui sans doute nous montrent le chemin parce qu'ils ne sont pas malheureux du tout. Moi-même, je suis né en 1980, à une époque où le PIB de la France était 4 fois moins que maintenant. 4 fois moins. Mon enfance n'était pas malheureuse du tout. Donc finalement, la leçon de l'astrophysique, elle s'illustre par cette photo de la sonde Cassini qu'elle a prise quand elle était dans l'ombre de Saturne. On voit les anneaux rétroéclairés et un tout petit point, pas loin du Soleil, qui est caché derrière Saturne. Ce tout petit point, c'est notre Terre. En fait, on est sur une planète petite, perdue parmi des milliards, et il n'y a pas de planète B. Si c'était possible d'aller sur une autre planète, des extraterrestres seraient déjà là. Donc, pour résumer, la croissance n'est pas la solution, la croissance est le problème. Et quand je dis ça, c'est pas politique. Ça en a l'air, mais c'est pas politique, c'est scientifique. C'est les mathématiques, l'astrophysique et la climatologie qui le disent. Ce qui est politique, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de cette affirmation scientifique, de cette contrainte que la croissance, c'est fini. Il faut changer complètement notre société. Rajouter des petits trucs verts sur un système climaticide ne ferait que prolonger le problème. Il faut vraiment changer en profondeur notre système. Et là, ça ouvre le débat sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais la science, elle donne les contraintes. Malheureusement, la croissance, il faut arrêter. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, Aurélien, et je le dis, on a discuté, qu'on a préparé, c'est Merci beaucoup. Et vous, merci pour Aurélien. Et vous venez de l'énoncer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un discours politique, c'est-à-dire c'est votre carrière scientifique en tant que planétologue qui vous a fait mesurer toutes ces fragilités dans la gestion de notre planète. C'est-à-dire que c'est pas une vision politique que vous avez. Vous avez compris que dans l'exploration spatiale, ça interroge d'abord la gestion de notre ressource localement. Absolument. C'est vraiment. Je trouve que c'est un avantage de l'astrophysique, c'est que ça oblige à prendre du recul. Et on se rend compte que même notre civilisation à nous, c'est qu'un épiphénomène à l'échelle cosmique. Nous, on est nés dans la croissance. Nos grands-parents sont nés dans la croissance. On croit que ça a toujours été comme ça, mais en fait, il y a plein de civilisations qui étaient florissantes sans croissance. C'est possible. Et c'est bien de s'en rappeler. Alors, je voudrais recentrer quand même sur le point qui nous unit, c'est-à-dire là depuis 2 jours sur cette énergie, cette mobilisation en perspective de l'UNOC en juin prochain et tout ça sur l'eau, l'océan, les mers et autres. Le point de départ de notre échange tout à l'heure, c'était l'eau à la quête de la vie extraterrestre, qui est une question de recherche fondamentale. On va pas se mentir, dans l'exploration spatiale, il y a d'autres tentations possibles. Pour l'instant, on est dans l'exploration. Est-ce que la tentation de l'exploitation, dont on a parlé hier, notamment sur les plaines abyssales ou autres, c'est-à-dire finalement aller chercher des matériaux, peut-être de l'eau, est-ce que c'est aussi une fuite en avant d'imaginer que demain, parce qu'on trouve des ressources sur d'autres planètes, que ce soit des ressources minières ou de l'eau, ça nous permettrait de mieux vivre sur cette Terre? Vous avez la réponse est dans la question, c'est une fuite en avant. Non, mais justifiez-la, parce que c'est pas mon métier de la justifier en revanche. Par exemple, il faut se rappeler que la masse totale de toute la ceinture principale d'astéroïdes, c'est que 1% de la masse de la Lune, qui est elle-même 1% de la masse de la Terre. Donc on voit bien la finitude des ressources, même si on allait miner les astéroïdes pour y prélever des matériaux. Sans compter l'énergie folle que ça demanderait, qui émettrait probablement beaucoup de carbone sur Terre. Donc il est évident que ce n'est pas une solution. Donc ça nous renvoie à l'urgence que vous nous partagez, c'est-à-dire que la question et la gestion, elle est ici, maintenant. Exactement. Merci Aurélien. Avec plaisir. Merci pour ce moment. Merci à tous.